j'ai avec moi, donc à ma gauche, Paul-Éric Lacourte, là-bas, pardon, directeur adjoint du M&A à la Banque Postale. Donc à ma gauche, j'ai Nicolas Leclerc, qui est MD chez Rothschild. Et au milieu, j'ai Lucie Bossel, qui est co-directrice avec moi, Andra Chargovic, de l'activité FUSAC chez Howden M&A, donc au bureau de Paris. Alors, assurance M&A, ce n'est pas deux mots qu'on voyait beaucoup accolés jusqu'à récemment. Je ne sais pas quelle est l'expérience dans l'auditoire de la pratique de cette procédure, de ce process, de ce produit d'assurance. C'est pour ça que je pense qu'il convient de faire un petit point sur la terminologie. On entend parler de W&I Insurance, Warranty Indemnity Insurance, Reps and Warranties Insurance chez les Américains, assurance de gap, assurance M&A, donc au fait on nage un petit peu dans le flou. Donc faisons une dichotomie très simple à comprendre, et une fois que vous avez compris ces dichotomies, vous serez capable de répondre à la question que la plupart de nos clients nous posent, mais ça couvre quoi en fait? Donc, dans un deal M&A, vous allez avoir dans votre cible un certain nombre de risques qu'on va appeler les risques inconnus. Vous avez des employés, donc forcément il y a un potentiel de violation du droit social. Dans votre SPI et votre contrat de cession, vous allez demander à votre vendeur des déclarations en matière de droit social. A priori, donc on sait que c'est une zone de risque parce qu'il y a des employés, mais on ne sait pas d'où un dommage pourrait venir. Vous avez fait votre audit, a priori tout va bien. Là, on est vraiment dans le champ du risque inconnu. Le risque inconnu, c'est la mauvaise surprise. Votre Didi, éventuellement, vous a révélé certains sujets en droit social. Bon, sur une cible, par exemple, tech, qui a connu une croissance très rapide, le respect du temps de travail n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Là, on rentre dans la catégorie des risques connus. Donc, connus parce que, tout simplement, ils sont plus proches de la cristallisation que les risques inconnus. Alors, l'assurance de gap porte son nom puisqu'elle assure les déclarations, elle assure la gap, elle assure le risque inconnu. Donc l'assurance de gap existe, je pense, en France depuis très longtemps. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais jeune avocat chez Walgott-Schall, c'était en 2007. Ça faisait 3 ans que j'y étais. Quelqu'un est venu nous faire une formation qui venait de AIG sur l'assurance de gap. Je pense que ça nous est passé complètement par-dessus la tête. Et dans les 10 ans qui ont suivi, avant que je rejoigne Howden il y a 5 ans, donc vers 2017, je n'ai de toute ma carrière pas entendu, plus entendu reparler d'assurance de gap, ni encore moins placer une police. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 dernières années? Eh bien, il y a eu, je pense, les assureurs, avec toute la capacité financière qu'ils avaient, se sont dit, il y a un produit à placer. Donc, c'est un produit où l'offre a précédé la demande. Les courtiers se sont professionnalisés aussi. Maintenant, chez les courtiers M&A, vous n'avez quasiment plus que des avocats ou des anciens avocats M&A. Donc voilà. Donc sur l'historique de ce produit, très nouveau, relativement inconnu, surtout en France. Je pense qu'on s'en sert beaucoup plus aux États-Unis. On entend souvent les statistiques, alors elles sont différentes, mais peut-être plus de la moitié, plus de 3/4 des deals M&A sont assurés aux États-Unis. Au UK, on ne doit être pas loin de la moitié. Alors nous, on essaye de faire nos statistiques en France. On est à peine à 15%, 20% des deals. Alors évidemment, ça va dépendre des secteurs. En infra, en renouvelable, en real estate, il y a beaucoup plus d'assurance. Sur d'autres secteurs, il y en a beaucoup moins. Voilà, donc je passe un peu la parole à mes collègues pour qu'ils puissent partager aussi leur expérience de l'assurance M&A. Oui, alors nous, je pense dans le conseil financier, et notamment, enfin moi je couvre les services financiers, ce qui est la raison pour laquelle avec Paul-Éric on se croise assez souvent. Je pense que l'assurance M&A, en réalité, on a commencé à avoir des appels de courtiers comme Andra et Lucie il y a quasiment 5 ans pour nous expliquer ce qu'était le produit et les avantages que ça pouvait avoir dans le cadre d'opérations M&A. Dans les faits, la première fois qu'on en a mis en place, en tout cas nous, enfin moi personnellement, c'était plutôt il y a 2-3 ans. C'est un produit qui a mis du temps en fait, enfin en tout cas de notre expérience, à émerger réellement sur les autres transactions.
Et aujourd'hui, je pense que c'est sur toutes les opérations qu'on peut faire, notamment avec les investisseurs financiers. Mais effectivement, je pense que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'était essentiellement sur les investisseurs financiers. C'est-à-dire que nous, au niveau de la Banque Postale, très concrètement, on était quelques-uns à savoir que ça existait, mais on ne l'avait jamais mis en place. Je pense que même plus globalement, si on remonte dans notre chaîne capitalistique, non plus. Donc il y a eu un gros effort d'expliquer ce que c'était, effectivement, au départ. Mais très concrètement, je pense qu'entre corporate, on vit encore beaucoup sur le principe dans les SPI des gaps, etc. Donc l'assurance M&A est encore très, très nouveau. Encore une fois, le secteur financier pour nous. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très nouveau, très récent, et on a pu s'y familiariser avec notamment l'opération assez récente qu'on a pu faire ensemble. Mais de manière un peu forcée, on va y revenir. Mais... Alors, je vais enchaîner sur, du coup, quel est l'intérêt de mettre en place une assurance garantie actif et de passif, une assurance GAP. C'est le terme que je vais utiliser dans les 10 prochaines minutes. Il y en a aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs. La première, et elle est évidente, mais elle vaut la peine d'être rappelée, c'est qu'une assurance garantie d'actifs et de passifs, elle vient, on va dire, remplacer la responsabilité financière du vendeur. Donc, c'est-à-dire que le vendeur va donner un jeu de déclaration voilà, sur lesquelles il va y avoir des informations qui vont être mises en data room et sur lesquelles ces informations vont être auditées par les conseils des acheteurs. Mais dans ce SPA, il va y avoir une limitation financière à 1 euro de la responsabilité du vendeur. Donc, on va dire que de manière assez immédiate, les vendeurs voient tout de suite un intérêt à mettre en place une assurance garantie d'actifs et de passifs, une assurance GAP. Il n'y a pas de demande de séquestre. Ça vient remplacer également les demandes de séquestre. Donc pareil, ça permet d'éventuels fonds d'investissement de récupérer immédiatement le cash, de réinvestir, éventuellement de fermer un fonds, de récupérer du caride, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et donc, ça permet voilà, de récupérer financièrement, de rendre beaucoup de personnes heureuses grâce à cette assurance GAP. Un deuxième intérêt, et ça c'est aussi bien je dirais pour les vendeurs que pour les acheteurs, c'est une certaine fluidité des négociations, puisqu'en fait la négociation de la garantie d'actifs et de passifs, elle est laissée entre l'acheteur et l'assureur, avec un courtier au milieu qui fait office, on va dire, de négociateur. Donc pour le vendeur, on va dire qu'il n'en entend quasiment pas parler. Évidemment, on va lui poser des questions, l'acheteur va lui poser des questions, mais on va dire qu'il n'est pas directement impliqué dans la négociation de la GAP. Il va y avoir des conditions plus favorables qui sont d'office accordées par les assureurs. Je vais vous donner un exemple très concret. En termes de durée de couverture, des assureurs GAP, de manière classique sans surprime, vont couvrir les déclarations fondamentales et fiscales pour une durée de 7 ans à compter du closing. Et pour toutes les autres déclarations, elles vont être couvertes pour 2 ans. Donc ça, c'est la position de base. Ça veut dire que si on veut, on va dire, les améliorer, notamment pour les déclarations business, c'est possible. Mais sans négociation et sans effort, on a ces conditions. Donc c'est assez intéressant. Pour les acheteurs, on a pour habitude en fait, de donner un premier intérêt. C'est que, imaginons qu'il y ait un réinvestissement des vendeurs, un rollover, ou alors que vous ayez par exemple un institutionnel avec lequel vous souhaitez garder des bons termes à l'avenir. Évidemment que avoir un tiers, l'assureur contre lequel on peut agir, on peut aller agir en responsable, enfin, activer la police d'assurance, évidemment que ça va préserver les relations, soit avec son co-associé s'il y a un rollover, soit avec par exemple un institutionnel. On ne va pas forcément aller activer une GAP contre quelqu'un avec qui on a envie de garder des bonnes relations. Alors qu'un assureur, c'est un tiers et c'est beaucoup plus simple. Un point également qui est intéressant, c'est que l'assurance GAP, elle couvre la fraude des vendeurs. C'est-à-dire que, imaginons qu'un vendeur a été frauduleux dans le cadre de ses déclarations, que cela crée un préjudice à l'acheteur, bien l'assureur indemnisera l'assuré, qui est l'acheteur, dans 99% des cas, et qui, en fait, ensuite se retournera éventuellement contre le vendeur. Il sera subrogé dans les droits de l'acheteur pour se retourner contre son vendeur. Mais l'assuré, l'acheteur, il sera indemnisé. Donc ça, c'est pareil, c'est une sécurité supplémentaire. Et puis, pour terminer, en France, comme András le disait, c'est un produit qui est quand même encore
je ne vais pas dire confidentiel parce que sinon on ne serait pas devant vous, mais c'est un produit qui a encore, on va dire, de grandes marges d'utilisation. Et ça veut dire que ça peut être un produit de différenciation dans un bid, de pouvoir dire à son acheteur, à son vendeur, écoute, je te demande rien. La seule chose que je te demande, c'est de faire tes déclarations et de faire tes disclosures face à ces déclarations, mais comme tout processus. Mais c'est tout. Tu peux caper ta responsabilité à 1 euro. Et ça peut aussi faire la différence dans le cadre d'enchères. Mais Nicolas, je me tourne vers toi de manière très naturelle. Est-ce que toi, qui conseilles beaucoup de vendeurs, tu vois plutôt ce processus qui est commencé par les vendeurs, ou alors les vendeurs disent « je ne veux pas en entendre parler, c'est les acheteurs ». Quelle est ta pratique ? En fait, je pense que pour répondre à la question, il y a 2 catégories en réalité. Et ça revient à ce que tu disais précédemment, il y a les investisseurs financiers, les fonds, qui très vite ont compris les bénéfices de cette solution et ont un peu poussé le marché, en tout cas les acquéreurs, à s'équiper parce qu'eux ne voulaient pas avoir à donner de garantie ou à subir les conséquences des discussions contractuelles. Donc on a un marché en fait qui s'est plutôt structuré auprès des acheteurs, c'est-à-dire que poussé par les vendeurs fonds, mais qui s'est structuré au niveau des acheteurs, que ce soit des acheteurs d'ailleurs de nature investisseurs financiers ou industriels. Des industriels qui étaient moins éduqués mécaniquement, ce n'est pas forcément quelque chose qui venait naturellement dans leur esprit, qui se sont éduqués progressivement. Et en fait, cette solution, et ce que je fais lien avec ce que je disais précédemment, c'est une solution qui maintenant est de plus en plus mécanique, plus connue. Et finalement, ça pousse presque même nos clients vendeurs financiers, notamment, à proposer cette solution, à la préparer dans le cadre de la préparation des process et à la proposer aux acheteurs. Donc, en fait, il y a tout un travail. C'est un peu comme un staple financing sur la partie financement de l'opération, mais c'est un staple assurance M&A, et qui fait que cette assurance est proposée dans ces termes au marché et aux acquéreurs potentiels. Après, si on regarde de l'autre côté du spectre, les stratégiques, pour les appeler comme ça, eux, on met beaucoup plus de temps à comprendre les bénéfices de cette solution. Étaient moins éduqués historiquement, il y avait peut-être aussi moins de bénéfices ou moins de rationnel financier sous-jacent, en tout cas immédiat. Et ils y sont venus en fait par la force des choses parce qu'ils se sont retrouvés face à des acquéreurs financiers dans la plupart des process qui, eux, pour avoir une offre compétitive, et je fais le lien avec ce que tu disais, se sont structurés et ont préparé leur offre avec une assurance, ce qui les a arrangés eux et qui les rendait plus compétitifs vis-à-vis des industriels. Je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, c'est la dichotomie qu'on a pu voir dans le marché récemment. Merci Nicolas. Si, mais justement, je vais même pour continuer ton propos, en fait, je pense que nous, en tout cas en tant qu'industriels, on a été un peu forcés à rentrer dans le sujet assurance M&A, comme exactement ce que tu évoquais, en disant que probablement c'était venu par les vendeurs et probablement par les fonds d'investissement vendeurs au départ, par tous les bienfaits que tu mentionnais. C'est vrai que nous, en tant qu'industriels, on n'a pas forcément tous ces besoins de liquidité. Enfin, voilà, c'est qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Et c'est vrai qu'on a été mis dans le bain de manière un peu forcée. En tout cas, on s'est un peu amusé maintenant avec le recul, mais c'est vrai qu'on a appris rapidement. Et pour tout dire, je pense que même maintenant, en fait, à chaque fois qu'on va faire une opération, on va se poser la question en amont s'il faut le mettre en place ou pas. Mais c'est vrai que je pense que si on remonte un peu l'histoire, en tout cas chez nous, on a été mis dedans grâce au vendeur ou à cause du vendeur, je ne sais pas. Grâce, Paul-Éric, s'il te plaît. Non, mais pour dire que finalement, on se pose maintenant la question de savoir, alors on n'a pas de process à la vente, mais imaginons qu'un jour on en ait, c'est sûr qu'on se posera la question, et inversement, et on l'abordera peut-être tout à l'heure sur le process en tant que tel d'assurance, je pense que maintenant il y a toute opération, parce que c'est quand même un process très lourd, enfin ceux qui l'ont peut-être vécu dans la salle le savent, mais c'est un process assez lourd, c'est résumé brièvement et de manière parfaite par Redon ici, mais c'est quand même très lourd, et donc nous, dès le départ, maintenant, on va se poser cette question-là. L'exemple qui nous concerne est assez marquant, parce qu'effectivement, côté vendeur, on nous a imposé l'assurance gap ou M&A sur le nom qu'on utilise. Nous, on ne voulait pas, donc il y a eu un petit échange. Mais c'est vrai que derrière, on commençait à se préparer, on avait commencé à discuter d'ailleurs, parce qu'on a eu la chance de travailler vous là-dessus.
on avait préparé, on commençait à se familiariser, à vulgariser le terme, le sujet et ce qu'il fallait faire pour être prêt le jour où, finalement, on n'avait plus la possibilité d'éviter cette assurance. Et aujourd'hui, tu parles de l'assurance M&A devant, beaucoup de personnes, donc c'est que tu n'as pas été trop traumatisé. Non, et j'encourage vivement d'ailleurs tout le monde à se poser la question. Et surtout, si jamais il y a la moindre possibilité que cette assurance soit mise autour de la table au moment des discussions, il ne faut surtout pas le prévoir 24 heures avant de signer. C'est-à-dire qu'il faut véritablement se mettre très en amont, quitte à le prévoir dans solution de fallback. Mais il faut véritablement le prévoir très très en amont, parce que c'est un, je ne sais pas si on l'aborde après, mais c'est un gros travail à réaliser. Là, on en parle quelques minutes, mais il y a un véritable gros travail à réaliser en amont. Et tu fais le lien parfaitement avec la partie suivante, qui est, on va faire un petit point sur le processus, et ensuite, voilà, pour essayer de donner et d'imager le plus concrètement possible la mise en place d'une assurance gap. Donc, elle se divise en 2 grandes parties. Il y a une première partie qui consiste à approcher le marché, c'est-à-dire qu'on va préparer un appel d'offres sur la base d'un SPA qui contient des déclarations et d'un infomémo, en tout cas d'un document qui présente la cible. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui, elle, est la phase de souscription lorsqu'on instruit un assureur. Et ça permet, voilà, c'est à cette occasion-là que l'assureur va revoir la totalité des rapports d'audit qui auront été préparés par les vendeurs s'il y a des VDD et les acheteurs. Dans tous les cas, il y aura des rapports d'audit côté acheteur. Et donc, en fait, c'est le cœur du réacteur. Mais si on veut avoir une assurance qui fonctionne et qui couvre le plus possible, et en fait, c'est ça que tu fais référence, c'est tout ce qu'on fait en amont pour justement, le jour où on instruit un assureur, les rapports d'audit qu'il reçoit sont le plus assurables possible, c'est-à-dire qu'ils sont conclusifs, qu'ils indiquent certaines choses de manière précise. Et si, en fait, on n'a pas la réponse, qu'il n'y ait pas indiqué certaines mentions qui en fait font référence à la responsabilité du vendeur, mais qui, je le rappelle, est capée à 1 €. Donc en fait, ça voudrait dire qu'on refile le bébé quelque part à un assureur en lui disant « Bon, je n'ai pas la réponse, mais je te demande de l'assurer quand même ». Alors, il faut savoir que les assureurs ne sont pas des philanthropes et donc n'acceptent pas d'assurer de tels sujets. Et donc, du coup, nous, on est là avec Andras et avec toute notre équipe pour justement rendre la chose la plus assurable possible. Donc, c'est en amont. Le plus tôt on nous appelle et le meilleur le résultat sera. Puisqu'en effet, le processus que je vous ai décrit, donc l'approche du marché et la phase de souscription, tout ça prend 3 semaines si tout s'enchaîne correctement. Simplement, si on doit faire un travail sur les rapports d'audit, alors on l'a fait très rapidement pour vous. Donc, c'est faisable en quelques jours, mais ça nécessite évidemment que les auditeurs puissent retravailler, réouvrir les documents, reposer des questions aux vendeurs. Et donc, du coup, c'est toi, Nicolas, d'ailleurs, tu avais l'occasion de cette transaction. C'est vrai qu'on a fait ce travail de relecture et tu nous as dit que tu avais remarqué qu'il y avait eu des réouvertures de certains sujets. Non, mais tout à fait. Si globalement, pour nous, en fait, on ne vous a jamais vu, c'était totalement... Enfin, pas transparent, mais en fait, notre interlocuteur est plutôt colérique. On l'a vu dans le process de due diligence, qui à certains moments s'est un peu accéléré et est devenu beaucoup plus granulaire. Et le reflet que de nous renvoyer Paul-Éric était, en gros, notre courtier, nos assureurs travaillent à affiner certaines clauses, certains rapports, dans l'objectif d'optimiser la couverture. Donc oui, on l'a tout à fait vu. Peut-être juste parce qu'effectivement, pour être très clair, effectivement, oui, côté Rothschild, ils étaient conseil du vendeur. Et pour reprendre ce que tu disais, il y a un travail, en fait, le courtage en assurance. Alors, pour travailler dans le monde aussi de l'assurance, le courtage en assurance, on a souvent l'impression que c'est aller négocier des clauses de manière très business. Et je pense qu'il y a une particularité à l'assurance M&A, qu'en fait, on est très, très proche, en réalité, d'avocats d'affaires. Parce que plus on s'y prend en avance, plus on est en capacité à lire, effectivement, un certain nombre de documents. Alors, ceux qui ont le bonheur de parcourir ces documents de police, vous apercevez qu'il y a beaucoup de pages, écrits avec des mots un peu compliqués parfois. Et donc, en fait, c'est pas juste se taper dans la main, de se mettre d'accord sur un prix, on est assuré, on n'est pas assuré. C'est véritablement un travail très en profondeur sur tous les risques. Alors peut-être parce que nous, on fait partie aussi d'un groupe où on est
on aime peu les risques, donc on fait beaucoup attention à ce qu'on veut, d'où le travail effectivement qui avait été demandé côté vendeur, de nous produire un certain nombre de documents, de rajouter à la data room finalement tout ce qu'on n'avait pas fait lors des audits, parce que tant notre courtier que l'assureur avaient rebalayé l'ensemble des documents et nous posaient des questions, et donc on se retournait vers le vendeur en disant bah voilà, mais pour être assuré, nous on a besoin de tel et tel élément complémentaire. Donc voilà, pardon, pour revenir, c'était cet aspect très juridique et un travail finalement assez minutieux pour aller retravailler, rediscuter de chaque clause, parce que par défaut, finalement, l'assureur, il va en exclure beaucoup au départ, mais on a un moyen d'aller le travailler. Et je pense qu'après, on a une certaine fierté d'être arrivé à ce à quoi on est arrivé, parce que on avait un peu le temps et on avait cette capacité d'aller effectivement redemander beaucoup de choses avec le vendeur. Je pense que dans un processus beaucoup plus compétitif, nous, on a eu la chance d'être en gré à gré, hein, dans un processus beaucoup plus compétitif, on a moins le temps, il faut probablement le prévoir encore plus tôt pour pouvoir se préparer. Pour faire le lien, et je reviens à ce qu'on se disait avant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces assurances, en fait, on les prévoit plutôt, ça vient plutôt côté vendeur, et c'est prévu dans la phase de préparation d'un process de vente, parce que ça devient de plus en plus granulaire. Selon les situations, ça peut nécessiter beaucoup plus de temps. Là, on était sur une opération assez simple finalement, mais on peut avoir des détourages, on peut avoir des choses qui viennent un peu complexifier la perception du risque. Et c'est pour ça qu'on préfère de plus en plus préempter le sujet, le prendre côté vendeur. Nous, on pousse nos clients à y réfléchir sérieusement et à se préparer pour être en capacité de maîtriser aussi le calendrier de la phase de due diligence de l'acheteur. Voilà. Oui, parce que le calendrier, c'était un aspect important. On avait effectivement une date limite qu'on s'était fixée pour arriver à se taper dans la main. Et c'est vrai que de gérer le process assurance M&A en parallèle avec finalement quasiment une équipe presque dédiée en fait de notre côté, ça a permis d'aller plus vite et ça vient au niveau de l'équipe M&A, en tout cas pas. On n'a pas forcément deux choses à faire en même temps. On avait vraiment des personnes, notamment moi, on n'était peut-être pas dédiés, mais on passait beaucoup de notre temps sur ces sujets-là, et avec une autre partie de l'équipe qui était effectivement plus sur la négociation un peu classique de l'opération. Donc ça, j'encourage pour ceux qui veulent se lancer dans ces sujets de véritablement peser le temps et l'énergie que ça demande, parce qu'au bout du compte, en fait, en passant du temps, en négociant, en travaillant, on arrive à quelque chose de très confortable. Nous, on est très contents de ce qu'on a pu souscrire. Merci. Et donc, en fait, qu'est-ce qui peut être fait par le vendeur? Comme je vous ai dit, il y a deux phases. Il y a la phase d'approche du marché et la phase de souscription. Et en fait, un vendeur peut très bien commencer la phase d'approche du marché. C'est-à-dire qu'on peut très bien approcher le marché avec un SPA côté vendeur qui donne un certain nombre de déclarations, évidemment assez limitées, mais les assureurs ont l'habitude de travailler sur ces déclarations qui sont limitées et d'anticiper un certain pushback et certaines on va dire, modifications suite au rapport d'audit. Donc, on va dire, en préparant et en travaillant en amont avec un courtier la première étape, ça permet déjà de gagner une semaine. Et si jamais il y a des VDD, on peut même commencer bien en amont. On peut vous aider, on peut aider nos clients à structurer les rapports d'audit pour s'assurer que, évidemment, que le scope de revue des rapports d'audit match les déclarations, puisqu'évidemment, il y a une grande règle en assurance M&A, enfin GAP en tout cas, c'est que s'il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de couverture. Donc ça, on s'assure que ce soit fait. On s'assure aussi de revoir le SPA pour que le SPA qui arrive chez les assureurs soit le plus assurable possible. Donc voilà, tout ce travail, évidemment, alors avec András et notre équipe, on est d'anciens avocats, donc on a l'habitude de travailler vite, mais parfois on a quand même certains besoin d'un peu de temps pour juste relire les pages et ça prend juste 24-48 heures. Mais donc parfois, on est à 24-48 heures près. Et c'est vrai que si on a pu anticiper, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'un client ne nous appellera jamais assez tôt. C'est-à-dire qu'on sera toujours ravis d'avoir des nouvelles de nos clients. Si c'est pour nous dire on fait un deal dans 3 mois, dans 4 mois, on fait un calendrier, on fait un rétro-planning et la charge mentale, elle passe chez nous. Alors, il va y avoir des petites relances, des petits emails, des petits appels pour prendre des nouvelles, pour savoir où est-ce que ça en est. Mais au moins, en fait, on est sûr de maîtriser le processus et c'est ça qu'on essaye de garantir, c'est la maîtrise d'un processus qui s'adapte à la transaction, qui est flexible. Mais quand il faut que ça s'accélère, on est capable de le faire parce qu'on a suffisamment anticipé en amont, qu'on a travaillé avec les équipes en amont et qu'on n'est pas juste excusez-moi le terme, les relous qui viennent alourdir le processus avec des questions pénibles dans un temps qui est juste infernal. Je fais juste une petite remarque. Effectivement, le temps de se préparer très en amont est indispensable parce qu'on voit une fois qu'on attaque la discussion avec les assureurs via vous,
En fait, chaque mot, chaque phrase des différents rapports est scruté. Comme tu l'évoquais, pas d'audit, pas de couverture. Inversement, un risque identifié, pas couvert non plus. Et quand il y a le moindre doute sur une tournure de phrase dans un des documents, il n'y a pas de couverture non plus. Donc c'est vrai qu'on fait toujours très attention à la manière dont sont écrits les différents documents. On fait très attention à fait d'avoir tous les documents également, parce que la data room est partagée avec l'assureur. Et donc, il vaut mieux s'entendre bien avec le vendeur, parce qu'effectivement, on arrive toujours avec des demandes complémentaires, parce que l'essentiel des couvertures, évidemment, c'est assez classique, donc on les a. Mais dès qu'on est sur des risques très particuliers, très spécifiques, là, il faut creuser un peu le sujet pour satisfaire effectivement les assureurs et qu'on soit bien couvert. Peut-être un autre point sur bien anticiper le process sell-side. Donc, vous êtes vendeur, vous savez que vous avez un sujet, je ne sais pas, un litige en cours, un risque fiscal qui a été identifié par vos fiscalistes ou dans vos VDD. C'est un sujet qui pourrait être soit un deal breaker, donc ça intéresse évidemment les banquiers, soit quelque chose qui va se traduire dans le prix par des dizaines de millions ou des centaines de millions. Donc, il est tout à fait possible, et surtout c'est ce qu'on vous encourage à faire côté vendeur, c'est de réfléchir à est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver un assureur pour prendre ce risque sur lui, pour déminer les conversations que vous allez avoir avec votre acheteur ou vos bidders. Je prends un exemple concret. Une opération l'année dernière où il y avait, c'était des maisons de retraite, donc il y avait énormément d'actifs immobiliers. Il y avait un gros sujet fiscal de prépondérance immobilière, évidemment. On parle d'un chiffre très très conséquent sur le risque. Il était hors de question pour les vendeurs que ce risque leur revienne d'une manière ou d'une autre. C'est une opération où il n'y avait pas de gap, donc il n'y a pas eu d'assurance de gap. Par contre, au closing, vous aviez en CP, donc en condition precedent, condition au closing, c'est qu'il y a une police en place pour courir le risque sur la prépondérance immobilière. Donc, sans cette police, il n'y avait pas de deal. Donc, lorsque vous êtes à la vente ou même à l'achat et que vous voyez un risque qui éventuellement se traduit sur des négos difficiles sur le prix, voire remet en cause le principe même de l'opération, songez éventuellement à faire appel à un courtier, lui soumettre le sujet. Nous, on l'étudie, on va voir les assureurs si ça intéresse quelqu'un. Et donc, votre sujet à 150, 200, 300 millions peut devenir un sujet à 500 000, par exemple. Évidemment, beaucoup plus facile à répartir une prime qu'un risque de ce montant-là. Donc, ça, on ne peut le faire que si vous y pensez en amont, c'est le side, parce qu'évidemment, à 3 jours du signing, c'est un petit peu tard. Alors, sans être de cet ordre de grandeur-là, évidemment, forcément, je trouve que aussi l'assurance, parce qu'on a beaucoup parlé des points négatifs, mais un gros point positif qu'on a rencontré, c'est qu'on déporte sur quelqu'un d'autre les négociations des points un peu durs, parce que forcément, la gap, on est toujours à se parler activement pour chaque virgule. Là, le sujet, il est déporté envers quelqu'un d'autre, et dès qu'il y a un point un peu compliqué, alors je rebondis sur l'exemple que tu donnais, sans ces ordres de grandeur-là, finalement, on se retrouve acheteur et vendeur à défendre le même sujet face à l'assureur et à ce que ce soit assuré si on a bien identifié le point entre l'acheteur et le vendeur et à reporter finalement ensemble le sujet vers l'assureur pour que l'assureur couvre ce point-là. Et András, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que ça fonctionne l'assurance? Et on a une petite slide. Oui, donc on a préparé une petite slide, si vous pouvez la mettre. Après, il n'y a pas beaucoup de data. Donc évidemment, c'est la première question qu'on nous pose. En France, il est vrai que nous avons une défiance vis-à-vis du monde de l'assurance parce que dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, nos contacts avec les assureurs ne sont pas forcément positifs. Lorsqu'on parle assurance en France, pas mal de ricanements en disant bon, ça sert à rien, il y a des clauses illisibles en typographie neuve, on n'arrive pas à les voir. Donc oui, il y a une défiance en France vis-à-vis du monde de l'assurance, mais l'assurance M&A, moi j'aime beaucoup la mettre totalement à part du monde habituel de l'assurance, puisque c'est un marché nouveau, c'est un marché qui rame et qui produit quand même pas mal d'argent pour les assureurs, et donc ça fonctionne pour l'instant. Dans les statistiques que nous avons, nous voyons à peu près 9% de deals, de polices placées, sur lesquelles il y aura une notification. Donc une opération sur 10 va donner lieu à une réclamation auprès de l'assureur. Alors, ce chiffre, c'est une moyenne, c'est très variable. Selon les zones géographiques dont on parle.
L'Italie et la France sont peut-être plus réclamogènes que les pays nordiques, par exemple. Des opérations qui sont d'une taille conséquente, donc on parle de plus du milliard d'euros de valo, voient 2 fois plus de réclamations que les petites opérations. Naturellement, il y a des dizaines de pays impliqués, des filiales dans tous les sens, des milliers d'employés. Donc les possibilités pour avoir une réclamation sont beaucoup plus importantes. Donc voilà, une opération sur 10 donne lieu à une réclamation. Le timing de ces réclamations, bon, c'est assez logique. Dans les 18 premiers mois, vous avez fait votre premier cycle d'audit, vous découvrez les squelettes dans les placards. Donc, au bout d'un an, 1 an et demi, voilà, vous avez quasiment plus de notifications. Il n'y a plus que 26% des notifs qui viennent après environ 18 mois. Le chiffre important pour nous, c'est quel est le sort finalement de ces 10% de réclamations. Et aujourd'hui, les assureurs jouent le jeu. Donc, plus de 3/4 des réclamations que nous avons donnent lieu à un résultat favorable. Alors, un résultat favorable pour nous, c'est soit un paiement en espèces sonnantes et trébuchantes par l'assureur, ou alors, puisque vous avez souvent une franchise dans la police d'assurance, une érosion de la franchise. Donc, si vous avez une franchise de 500 000 euros, on vous reconnaît un dommage de 200. La prochaine fois que vous revenez voir l'assureur avec une réclamation, la franchise sera de 300 000. Donc, résultat plutôt favorable. Le marché est jeune, c'est vrai. Donc, il y a un volume considérable de polices qui sont en train d'être placées. Et donc, on reprendra rendez-vous dans 18 mois pour voir comment est-ce que ces chiffres ont évolué. Parce que forcément, avant, on avait 5 assureurs sur le marché français. Maintenant, on a 20. Il y en a certains, je pense, qui vont fermer boutique parce qu'ils vont devoir payer des grosses réclamations. C'est le monde de l'assurance, c'est normal. Donc l'avenir nous le dira, sachant que si un assureur ferme boutique, en tant qu'assuré, vous avez tous les réassureurs derrière. Donc en termes de solvabilité, de certitude pour récupérer votre argent, je pense que c'est le marché le plus solide que vous puissiez concevoir. Et alors, en termes de quelles sont les zones sur lesquelles vous avez le plus de réclamations, c'est a priori évidemment là où vous allez focaliser votre due diligence et puis essayer de faire couvrir le plus possible dans la police d'assurance. Évidemment, c'est les comptes, c'est la fiscalité, c'est la clause balai sur compliance with laws, donc le respect général des lois que vous aurez dans n'importe quel SPA. Et les litiges. Donc, entre la fiscalité, les comptes, les litiges et, par exemple, les contrats importants, vous avez, je pense, 3/4 des réclamations que nous voyons. Alors, en France, nous avons peut-être une petite spécificité, c'est que nous avons beaucoup plus de réclamations en matière sociale que nos pays européens, que nos voisins européens. Cela dit, les réclamations que nous voyons en matière sociale sont la plupart du temps des petits montants. Donc, dans une opération de taille conséquente, soit vous n'arrivez pas au de minimis de la police, soit vous entamez un tout petit peu la franchise, mais vous n'allez pas avoir en matière sociale des réclamations qui portent sur des millions et des millions d'euros. Voilà, je pense que si vous avez des questions, puisqu'il nous reste quelques minutes, nous serons ravis d'y répondre. Madame a une question. Il y a une... Par là. Je me permets d'y répondre déjà, parce qu'il faut que je vous répète la question, que vous n'avez pas le micro. Donc, est-ce qu'il y a un taille de deal minimum pour obtenir de l'assurance? La réponse est très simple, pas vraiment. La plus petite qu'on ait fait, je pense, c'est 3 millions de valos, mais les assureurs vont avoir une prime minimale. Donc, quand vous mettez tout bout à bout, donc la prime, la taxe sur les conventions d'assurance, les frais d'avocat de l'assureur, vous en sortez pour peut-être 60, 70, 80, 100 000 euros pour une police d'assurance. Donc, si vous faites une opération à 3 millions d'euros et vous avez 100 000 euros à mettre dans l'assurance, vous pouvez assurer l'opération. Après, forcément, les assureurs s'intéressent plus aux deals importants que les plus petits deals. Donc, si vous venez voir les assureurs
le 20 décembre avec une opération à 2 millions de valo. Vous trouverez peut-être un ou deux, mais c'est vrai qu'ils ne vont pas se précipiter pour nous donner des termes. Et votre deuxième question, c'était ? Alors, en effet, donc on a fait la dichotomie entre risque non identifié, qui est l'assurance gap, et l'assurance de risque identifié. Et donc, dans ces assurances de risque identifié, il y a notamment l'assurance de risque fiscal. Et il y a notre collègue dans la salle, Olivia Sibiud, qui est en charge des risques fiscaux, qui, justement, ne travaille que sur ces sujets-là, qui est en grand boom en ce moment. Si je dois donner un pricing pour les assurances gap, donc de sujets non identifiés, on part de la valeur d'entreprise, donc le prix des actions et la dette, sur lequel on applique un pourcentage, généralement entre 10 et 30%. Et sur ce pourcentage, donc ce pourcentage correspond au montant garanti. Le montant garanti, on applique un taux qui est compris sur des dossiers opérationnels dès lors qu'il y a des employés entre 1 et 2%. Donc typiquement, qu'est-ce qui va faire que ça va être plutôt 1 ou plutôt 2 ? Si on est dans une industrie qui est très régulée, où il y a des employés dans 15 pays, eh bien, on va plutôt être autour de 2. Si on est sur du software, une start-up qui a été créée il y a 3 ans, on va plutôt être sur 1%. Sur les deals immobiliers, on est même en ce moment sur des taux absolument défiant toute concurrence, c'est-à-dire qu'on est à 0,55% du montant assuré. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, les assureurs, ils ont vraiment envie de bosser, donc c'est le moment d'aller sur le marché. Donc voilà, ça c'est pour les risques non identifiés. Sur les risques identifiés, en France, par exemple sur le risque fiscal, on est entre 2 et 5% du montant assuré. Et le montant assuré, c'est évidemment le montant qui aura été discuté avec vos conseils, éventuellement avec un gros up, avec voilà, on essaie de comprendre un montant qui inclut également les pénalités. Mais voilà, c'est les ordres de grandeur qu'on peut donner. Évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Olivia qui voudra vous donner plus de précision. Donc, il nous reste 3 petites minutes, donc peut-être une question ou deux dans l'ordre d'apparition des mains. Alors, deux vastes questions. La première est facile et rapide. Qui sont les acteurs et quel est leur avenir un petit peu ? La deuxième question était sur les exclusions et là, on peut en parler très longuement. Donc, je propose au fait de traiter la première surtout. Les acteurs, c'est très simple. Vous avez les grands noms de l'assurance que vous connaissez sans doute, AIG, AXA, Liberty. Eux, leur avenir, c'est simple, ils sont là pour la durée. Et c'est ce qu'ils expliquent. Ils disent, nous, on est là pour très longtemps, donc on ne va pas prendre des positions de couverture complètement délirantes parce qu'on ne veut pas prendre trop de risques. Aussi, ce sont des gens qui jouent avec leur propre argent. Par opposition aux agences de souscription, donc les Managing General Agents, ce sont des gens qui fédèrent l'argent de plusieurs assureurs et qui le placent en leur nom et pour leur compte. Donc c'est des agences de souscription qui, eux, ont un mandat qui se renouvelle chaque année auprès de leurs assureurs. Donc, s'ils perdent trop d'argent, leur mandat ne sera pas renouvelé, ils vont devoir chercher d'autres assureurs. Et s'ils ne trouvent personne, ils vont disparaître. Et l'assuré sera alors en face de 2 ou 3 assureurs qui supportaient le MGA. Le champ des MGA évolue considérablement. Ce sont des gens qui ont beaucoup plus d'appétit pour le risque. Et donc, a fortiori, ce sont eux qui vont peut-être disparaître dans X temps. Cela dit, on n'en a pas vu disparaître dans les 2-3 dernières années. On verra ce qu'il en est dans les 5 prochaines années. Pardon, même si tu ne voulais pas y répondre, je vais faire un commentaire sur votre deuxième question et la question des risques identifiés. Pour avoir vécu l'expérience, en fait, c'est pas oui ou non.
pardon, sur les exclusions, alors il y en a toute une série où de toute façon on n'y échappe pas, mais il y a un certain nombre de sujets ou de risques sur lesquels on discute véritablement, et c'est là où il faut s'y prendre un peu à l'avance, parce que c'est jamais oui, non ou blanc, noir la réponse. Donc on peut arriver quand même à avoir un minimum de choses. Bon, je pense qu'on n'a plus de temps. Donc, merci infiniment pour votre attention. Nous, évidemment, on est dispo pour toutes questions et je pense qu'il y en aura. Là, on va enchaîner sur quelques discussions. Merci beaucoup. Merci.